Alors, chers étudiants, étudiantes, salam alaikum, et je vous souhaite la bienvenue à ce cours d'échantillonnage et estimation. Donc, je vous présente les explications nécessaires pour bien comprendre ce cours. Donc, je commence par le sommaire. Donc, le cours, bien sûr, c'est échantillonnage et estimation. Donc, il comporte 3 chapitres. Le premier est relatif à l'échantillonnage, ses concepts de base et taille de l'échantillon. C'est-à-dire, on va connaître l'utilité de l'échantillonnage. Pourquoi on prend un échantillon. Et les termes qui sont relatifs à ce domaine-là de l'échantillonnage. Deuxième chose importante, c'est de connaître avec précision la taille de l'échantillon. Deuxième chapitre, on va voir les méthodes d'échantillonnage. C'est-à-dire, après avoir répondu à la question de départ, donc, c'est quoi la taille de l'échantillon suffisante? Suffisante, c'est-à-dire dans le sens où il nous permet de pallier à cette difficulté de prendre toute la population. Donc, au lieu de prendre toute la population pour une étude donnée, donc on prend un échantillon. Mais il faut que cet échantillon soit bien sûr suffisant. Suffisant pour bien représenter cette population. Alors, bien sûr, par la suite, je vais vous donner plus d'explications. Alors, le chapitre 2, il comporte les méthodes d'échantillonnage. Les méthodes d'échantillonnage, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la façon avec laquelle on va prendre notre échantillon. Une fois qu'on connaissant la taille par exemple, c'est 100 individus à prendre, 200, 300, parmi une population de 10 000, 20 000, etc. Donc maintenant, la question au niveau du chapitre 2, c'est comment prendre ces 100 personnes, 200, etc. de l'échantillon. Quels sont les individus qui doivent faire partie de l'échantillon? Comment les prendre? Donc comme vous voyez, il y a deux grandes façons. Il y a l'échantillonnage probabiliste et l'échantillonnage empirique. Et bien sûr, l'explication, ça va venir lorsque nous passons au chapitre 2. Et enfin, le chapitre 3, il est dédié aux estimations. Les estimations, ça veut dire quoi? C'est-à-dire comment estimer les paramètres de la population. Donc, la question de départ, on ne peut pas étudier toute la population parce qu'il est énorme. Et vu aussi le coût et le temps de l'opération. Donc, on prend un échantillon. On prend un échantillon de taille suffisante. Ensuite, on prend notre échantillon d'une manière appropriée. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est étudier cet échantillon c'est étudier cet échantillon, c'est-à-dire étudier les caractères voulus, caractères statistiques voulus, l'âge, le sexe, le diplôme, le salaire, donc la productivité, la valeur ajoutée pour les entreprises, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces données qu'on a rassemblées auprès de l'échantillon? On va faire des estimations. Estimation, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire essayer, donc, d'estimer ces paramètres dont je viens de parler, l'âge, le sexe, etc., auprès de la population à partir de l'échantillon. Voilà, c'est pour cela que nous avons dit au départ que l'échantillon doit être suffisant. Suffisant, pourquoi faire? Suffisant pour faire une bonne estimation
des caractéristiques de la population. Donc, le résultat final, ça va être quoi? Bien, le résultat espéré, c'est quoi? C'est connaître, voilà, ou bien avoir une bonne connaissance de la population sans pouvoir nécessairement passer par son étude totale, c'est-à-dire à partir seulement d'un échantillon suffisant, ce qui permet de réduire le coût de l'opération et le temps. Et une dernière chose, c'est que parfois, même si on a le temps et le budget nécessaire pour faire l'étude auprès de toute la population, ben, il y a des changements dans l'environnement économique et social et technologique qui sont rapides et qui font que si nous prenons par exemple 2 années dans l'étude d'une population, ben, après 2 années, ben, on va remarquer que nous avons un autre environnement, surtout aujourd'hui avec les innovations rapides qui se passent à tous les niveaux. Donc l'échantillonnage, c'est très important pour faire une étude d'une manière rapide et efficace pour pouvoir prendre des décisions par la suite. Alors, donc, on est au niveau de l'introduction du chapitre 1. Donc, la taille de l'échantillon ne pose pas généralement un problème. Souvent, elle n'est pas très grande. Par contre, ce qui peut poser un problème, c'est le passage à l'action, au choix proprement dit des individus appartenant à l'échantillon. Donc ça, c'est une introduction au niveau de ce chapitre et qui s'intéresse à la détermination de la taille de l'échantillon. Mais je voudrais vous donner, disons, ça doit être à la fin de ce chapitre, ce qui est écrit là, mais je vous l'ai dit tout de suite. Je vous le donne au début. Je préfère vous le donner au début, c'est-à-dire que finalement, on va voir beaucoup de techniques pour bien déterminer la taille de l'échantillon suffisant, mais il faut savoir aussi au bout de cette opération que finalement, ces techniques aboutissent à des égalités, donc à des tailles d'échantillons que nous pouvons utiliser dans plusieurs situations, mais c'est-à-dire à la fin, c'est facile. Ce n'est pas très compliqué de calculer la taille de l'échantillon suffisante. Il faut comprendre le problème et choisir la taille suivant donc la formule dédiée à ce problème. Et ce qui peut poser un problème par contre, c'est au niveau pratique. C'est-à-dire, c'est par rapport au choix des individus de l'échantillon. C'est-à-dire, par exemple, on a calculé la taille d'une bonne façon et on a trouvé, par exemple, que la taille suffisante, c'est 100 travailleurs parmi 20 000. Mais la question essentielle par la suite, c'est quels sont ces travailleurs que nous devons, auprès desquels nous devons faire l'enquête au lieu des 20 000, quels sont ces 100 salariés à partir desquels notre échantillon soit un bon échantillon. Il est de taille suffisante, c'est 100, mais on n'a pas encore répondu à la question, est-ce qu'elle est valable
est-ce qu'il est pertinent pour représenter la population? Par exemple, si vous prenez 100 salariés, par exemple, qui se présentent le matin à l'entrée de l'usine, par exemple, les 100 premiers salariés qui sont venus, est-ce que ces 100 personnes, est-ce que c'est un échantillon, est-ce que c'est un bon échantillon pour estimer d'une bonne façon la population? Vous voyez, là, vous allez dire, donc, évidemment que ce n'est pas un bon échantillon. Parce qu'on le sent, on sent que ce n'est pas de cette façon qu'il faut les prendre. Ce n'est pas les 100 qui sont venus les premiers. Donc on doit répartir donc, notre échantillon d'une bonne façon. Les individus, pour qu'ils soient représentatifs de la population, il faut qu'il y ait une méthode appropriée pour les choisir. C'est ça. Alors, je passe au diapo suivant. Donc, première section, au niveau de ce chapitre, présentation et concept de base. Donc là, vous voyez, c'est déjà expliqué. Mais là, vous trouvez donc que pour étudier une population donnée, donc on a deux grandes méthodes. Soit on étudie la totalité de la population, c'est la méthode exhaustive au recensement, ou bien on prend un échantillon, une fraction représentative de la population. C'est la méthode de sondage. Donc le recensement, généralement, donc on ne le fait pas chaque fois, donc parce que ça coûte beaucoup et ça prend beaucoup de temps. Donc on le trouve par exemple pour ce qui est de recensement général de la population et de l'habitat au Maroc, au niveau de chaque 10 ans, vous voyez, chaque 10 ans on fait ce recensement. Il y a aussi d'autres recensements qui se font, mais généralement le Haut Commissariat au Plan, même le Haut Commissariat au Plan, qui fait le recensement général de la population au Maroc, ben, il passe par la méthode de sondage pour ce qui est d'autres études au niveau du marché de l'emploi, de la consommation des ménages et d'autres phénomènes économiques et sociaux. Donc on a de grandes méthodes. La première, c'est recensement, méthode exhaustive, et la deuxième, méthode de sondage. Donc la méthode de sondage, il comporte 3 étapes, comme vous voyez, comme j'ai déjà expliqué. Donc on extrait un échantillon qui possède une taille suffisante, suivant une méthode d'échantillonnage appropriée. Ça, c'est le chapitre 1 et le chapitre 2 dans notre cours. Ensuite, on décrit sur cet échantillon la distribution des caractères que nous voulons étudier. Et à la fin, on établit une estimation des paramètres de la population à partir des paramètres observés sur l'échantillon. Donc, avec ces paramètres que nous avons observés sur l'échantillon, on introduit pour ces paramètres des formules qui permettent donc on utilise ces paramètres avec ces formules qui permettent de passer aux paramètres de la population. Et bien sûr, lorsqu'on dit estimation, ce que nous cherchons, c'est la meilleure estimation possible. On ne peut pas avoir une estimation parfaite à 100%, sauf si on étudie toute la population. Donc,
notre estimation, on cherche à ce qu'il soit la meilleure possible. Mais il y a toujours des risques. Des risques qu'on cherche à minimiser. C'est tout ce que nous pourrons faire. Donc, c'est-à-dire essayer d'avoir la meilleure estimation possible. Alors, chers étudiants et étudiantes, donc là, on arrive à la deuxième section, au deuxième point de notre chapitre, qui est la détermination de la taille d'échantillon. Bien sûr, pour ce qui est des concepts, vous allez trouver d'autres concepts de base de l'échantillonnage dans le cours. Vous pouvez les lire attentivement vous-même. Il s'agit par exemple du taux de sondage, l'erreur d'échantillonnage, etc. Donc je préfère passer directement à la question essentielle qui est la taille d'échantillon. Et bien sûr, pour ces autres concepts, nous aurons l'occasion de les voir et les appliquer même par la suite. Alors, donc pour ce qui est de la taille d'échantillon, donc vous voyez, là vous avez un tableau. Alors, ce tableau, il synthétise l'ensemble des tailles possibles. Donc si vous comptez les tailles, en commençant par la première, taille d'échantillon petit n égale P fois Coulomb sur alpha t au carré, jusqu'à la dernière, qui est égale à lambda carré sigma carré fois grand N sur T carré entre parenthèses grand N moins 1 plus lambda carré sigma carré. Donc au total, vous avez 8 tailles. Bien sûr, dans le cours, vous allez trouver ce chapitre à la fin, c'est-à-dire il arrive en conclusion. Il récapitule l'ensemble des tailles après les avoir étudiées cas par cas. Mais là, je préfère vous le présenter au début pour avoir une vue globale. Une vue globale, une bonne connaissance des tailles. D'accord. Donc, je vous mets dans la situation globale, c'est bien. Et par la suite, je vous explique ces tailles, comment on arrive à ces tailles, l'une après l'autre. Donc, je préfère faire de cette façon. Alors, donc je vous explique le tableau. Donc pour les tailles d'échantillons, nous avons d'abord inégalité Benyamin-Chebyshev et loi normale. C'est-à-dire il y a deux grandes méthodes pour déterminer la taille. Donc, la première, c'est suivre l'inégalité Benyamin-Chebyshev. Et là, vous avez 4 tailles. Et l'autre, c'est suivre la méthode de la loi normale. Et là aussi, vous aurez 4 autres tailles d'échantillons. Alors, comment choisir entre les deux méthodes? Je vous explique. Donc, c'est très simple. Si vous avez une indication où vous connaissez la population et vous estimez qu'il se comporte normalement, bien disons la variable étudiée, la consommation, le salaire, etc., elle est normale dans la population, elle a un comportement normal, là on utilise la loi normale. Sinon, si on ignore la loi de probabilité de la variable étudiée, on ignore son comportement, donc on va choisir la méthode de l'inégalité Benyamin-Chebyshev. Alors, ça veut dire quoi? Un comportement normal et un comportement inconnu. Comportement normal, c'est-à-dire, là, c'est ce qu'on trouve très souvent. Par exemple, pour une population d'étudiants, par exemple, pour les notes, nous avons la plupart des étudiants qui ont des notes entre 8 et 12.
Mais il y en a ceux et celles qui ont moins que 8. Ils sont peu nombreux. Et il y a ceux et celles aussi qui ont plus que 12. Ils ont 14, 16, etc. Mais ils sont aussi peu nombreux. Donc la base, ou bien la plupart, ils ont entre 8 et 12. Ça, c'est un comportement normal. Donc c'est comme une courbe en cloche. Une cloche, c'est-à-dire ça augmente. Donc de 0, les points, ça augmente jusqu'à un sommet. Et puis ça descend. Ça, c'est un comportement normal. C'est ce qu'on trouve aussi, par exemple, pour les salaires, dans beaucoup d'entreprises, etc. C'est-à-dire, par exemple, pour les salaires, on trouve la plupart des salariés, ils ont un salaire, je ne sais pas, entre 4 000 et 6 000 dirhams, par exemple. Ça, c'est la plupart, les ouvriers, etc. Et il y en a d'autres qui ont moins que 4 000, moins que le SMIC, par exemple, ou bien moins que le SMIC. Et il y en a d'autres, ils sont aussi peu nombreux, qui touchent plus que 6 000 dirhams, plus que 8 000 dirhams. Ben, il s'agit de quelques administrateurs, de quelques chefs, de quelques cadres dans l'entreprise. Ça aussi, c'est un comportement normal. Un comportement qui n'est pas normal, par exemple, pour les notes. Vous trouvez dans une section d'étudiants, vous avez une dizaine qui ont plus de 14, à partir de 14 jusqu'à 20, et 400 étudiants qui ont moins de 4. Ça, déjà, vous-même, vous dites que ça, ce n'est pas normal. Ça, c'est un comportement qui n'est pas normal. Donc, il s'agit d'une autre loi de probabilité pour cette population. Voilà. Donc si la population, bien la variable étudiée dans la population suit la loi normale, c'est une bonne chose pour la taille de l'échantillon. Pourquoi? Parce que la population, puisqu'elle a un comportement normal, donc on la connaît. On ne la connaît pas avec précision, mais c'est-à-dire on maîtrise son comportement. Donc on n'a pas besoin d'un grand échantillon pour bien la connaître. Par contre, lorsqu'on ignore la loi de comportement de cette variable qu'on cherche à étudier, là, on applique l'inégalité Binyamin-Chebyshev, et là, vous allez voir que on tombe sur des tailles plus grandes que par rapport à la loi normale. Parce que c'est normal, parce que là, nous avons besoin d'une taille plus grande pour qu'elle soit suffisante pour bien comprendre cette population qui ne se comporte pas normalement, qui se comporte d'une manière, disons, inconnue. Voilà, ça c'est pour les deux grandes méthodes. Il y a aussi les tailles suivant la nature du problème. Pourquoi on cherche à prendre un échantillon? Ben, il y a deux grandes voies à prendre. Donc, soit on cherche de grands problèmes, donc soit on cherche à estimer une fréquence dans cette population, un pourcentage, le taux de chômage, le taux d'activité, le taux de réussite, un taux donné, un ratio, une fréquence. Soit on cherche à estimer une moyenne dans cette population. Une moyenne du salaire, par exemple. Donc, au lieu de calculer la moyenne de salaire en prenant l'ensemble des salaires de l'entreprise, ça peut être 2000, ça peut être 10 000, ça peut être plus. Bien sûr, pour connaître la moyenne, donc il faut avoir le salaire de tous les salariés et puis bien sûr faire la somme et diviser par le nombre de ces salariés et là on aura la moyenne. Et au lieu de faire tout ça, on peut calculer cette moyenne de salaire auprès d'un échantillon
Et par la suite, cette moyenne empirique, bien, cette moyenne calculée au niveau de l'échantillon, ben, il va être utilisé pour estimer la vraie moyenne qui est celle de la population. Donc, vous avez les tailles suivant que vous voulez estimer une fréquence et des tailles suivant que vous voulez estimer plutôt une moyenne dans la population. Troisième niveau, ou bien troisième déterminant de la taille, c'est la nature du tirage. C'est-à-dire la manière avec laquelle est pris l'échantillon. C'est soit sans remise, soit avec remise. Je vous explique. Sans remise, c'est-à-dire on suit une méthode rigoureuse et on est sûr à 100% de ne pas répéter les individus de l'échantillon. C'est-à-dire si une personne ou un objet est pris de la population pour faire partie de l'échantillon, il ne sera pas répété. On suit une certaine méthode, bon, on est sûr qu'il n'est pas répété. Mais disons d'une manière générale, surtout lorsque nous avons une grande population, donc même si on fait un effort, si on ne suit pas une méthode rigoureuse, parfois, c'est rare, on peut répéter certains individus ou objets. Donc, si on n'exclut pas la possibilité de répéter les éléments, ça c'est un tirage avec remise. Donc, tirage avec remise, donc, ne veut pas dire nécessairement que chaque fois on remet la même personne dans la population et puis on fait le tirage. Ça ne veut pas dire nécessairement cela. Cela veut dire seulement que du fait que nous n'avons pas suivi une méthode rigoureuse, donc il y a cette possibilité de répéter les éléments. D'accord. Mais ça arrive très peu. C'est-à-dire, lorsque nous avons pris 100 salariés par rapport à, par exemple, 5000, 100 salariés de l'échantillon, par exemple, nous avons trouvé une répétition, ou deux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on répète le salaire d'une même personne. Mais ça, c'est pour une personne ou deux, donc ça ne pose pas beaucoup de problèmes. Voilà. Donc, au total, donc vous avez 8 tailles suivant d'abord, le premier déterminant, le comportement de la variable, comment il est, est-ce qu'il suit la loi normale ou non. Suivant la nature du problème, c'est-à-dire qu'est-ce que vous cherchez à estimer dans la population. Est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est une fréquence donnée ou bien c'est une moyenne donnée? Et suivant la méthode d'échantillonnage, est-ce qu'il est fait avec remise ou sans remise? Ce qui donne à la fin, donc, comme vous voyez sur le tableau, 8 tailles. Donc par la suite, je vais commencer la deuxième séance par vous expliquer par la première taille, péculant sur alpha t au carré. Et bien sûr, ça c'est en commençant par l'inégalité Benjamín-Chebyshev. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention pour cette première séance et je vous donne rendez-vous là pour la deuxième séance, Inch'Allah. Merci.